Bonjour. Fin mai, si vous étiez parmi les 41% de votants en Nord-Pas-de-Calais, vous avez contribué à élire les 10 députés européens de la circonscription Nord-Ouest. Alors, 4 d'entre eux sont avec nous aujourd'hui pour débattre de la mise en route et de ce que propose la nouvelle Commission et le nouveau Parlement. Par ordre alphabétique, Karima Delli. Alors, seul élu pour Europe Écologie Les Verts avec un peu plus de 7% sur tout le Nord-Ouest. Votre groupe au Parlement européen compte 50 députés sur 751 et vous siégez à la commission Transport Tourisme. Marine Le Pen, vous avez obtenu 5 élus dans la circonscription et près de 34%, mais vous devez siéger parmi les non-inscrits puisque vous n'avez pas réussi à former un groupe. Vous êtes membre de la commission Commerce International. Gilles Pargnot, vous aussi, bonjour. Seul député socialiste avec un petit 12% de voix. Votre groupe des socialistes et démocrates est le second groupe du Parlement européen avec 191 élus. Vous êtes vice-président de la commission Environnement Santé. Et puis Dominique Riquet, bonjour. Vous aussi, vous êtes le seul député centriste avec plus de 9% des voix. Votre groupe, l'ADLE, compte 67 membres et vous êtes vice-président de la commission Transport Tourisme. Alors, vous siégez tous dans une institution qui représente 500 millions d'habitants des 28 États membres, un Parlement 2014 auquel le traité de Lisbonne a donné davantage de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui change dans l'exercice de votre mandat au profit des citoyens? Dominique Riquet. Plus de responsabilités, c'est peut-être plus aussi de possibilités d'intervenir sur des sujets qui touchent les citoyens. Et puis aussi de faire, en tout cas c'est mon sentiment, progresser l'Europe et permettre une meilleure intégration, puisque très probablement le service des citoyens passera par une amélioration, une simplification et une montée plus efficace des mesures que l'Europe peut proposer. Le traité de Lisbonne, c'est un moyen supplémentaire. Marine Le Pen, qu'est-ce qui change pour les parlementaires? Non, écoutez, je crois que ce mandat, ce sera celui où chaque Français s'apercevra de ce qu'est en réalité l'Union européenne et de son échec. Je veux dire, c'est un échec qui est déjà patent, mais il va considérablement s'aggraver, cet échec, parce que les dirigeants de l'Union européenne le disent eux-mêmes. Là, on est en train de mettre en place la dernière chance, et notamment le plan Juncker dont on parlera. Donc, quand tout ceci aura démontré que ça n'a pas amélioré la vie des Français de plus en plus nombreux comprendront que c'est la nation qui mais est plus de moyens de pour les protéger. Parlementaires eux-mêmes de faire entendre leur voix. Non, mais plus de moyens d'imposer l'austérité à la trique, plus de moyens de retirer au peuple français les capacités de se défendre, plus de moyens d'éviter les protections, plus de moyens pour faire un marché de libre-échange avec les États-Unis qui va ruiner l'agriculture française et changer notre choix de société. Oui, mais ça va pas dans le bon sens. Alors, plus de moyens ou pas plus de moyens pour les parlementaires, Karima Delli? Moi, je considère que je suis représentante des citoyens et donc, moi, mon rôle, c'est ce que vous avez dit en introduction. Il faut réconcilier l'Europe avec les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en panne et nous, les écologistes, nous voulons une Europe qui crée de l'emploi, qui protège les plus vulnérables et qui défend l'environnement. Vous estimez avoir les moyens en tout cas, comme parlementaire? Mais il faut, à force de conviction, à force de travail, on peut arracher des choses qui sont bénéfiques à l'ensemble des citoyens. Et surtout, la grande bataille, c'est de lutter aussi contre les eurosceptiques qui mettent à mal les acquis, notamment de l'Europe. Gilles Pargnot, le parlementaire que vous êtes, il estime avoir plus de moyens? Moi, j'aborde ce mandat avec beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité. C'est pas ma question, mais... Si, c'est votre question, et parce que c'était avant ce mandat que nous avons eu plus de moyens en tant que parlementaires européens par rapport au traité de Lisbonne, comme vous l'avez indiqué, Madame Marchand. Donc, je voulais simplement vous dire, Madame Marchand, que effectivement, aujourd'hui, après ce vote sanction vis-à-vis de l'Union européenne que nous avons eu pour ceux qui veulent que l'Europe puisse construire le quotidien de demain, j'aborde avec beaucoup d'humilité parce que je pense que nous avons un gros travail à faire pour resserrer les liens entre les citoyennes et les citoyens et l'institution européenne. Alors, une majorité de députés européens a élu Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois libéral, à la tête de la Commission. Vous avez aussi auditionné les autres membres de la Commission qui en comptent 28, un par État. Dans l'autre sens, qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Cette commission,
doit réconcilier, comme je viens de l'indiquer à l'instant. Elle doit aussi permettre de lutter contre ce premier fléau qui est le chômage. 70 millions d'Européennes et d'Européens sont au chômage. Donc moi j'attends que la commission de M. Juncker puisse réellement nous faire des propositions pour lutter à l'échelle de l'Europe pour l'emploi. Karima Delli. Cette commission, c'est un petit peu le fruit de petits arrangements entre amis. Hein. On a vu avec les socialistes ou même le PPE, ça c'est la première chose. Nous, les écologistes, on dit que cette commission ne nous représente pas parce qu'on avait Ska Keller qui était candidate et José Bové. Mais le plus grave, c'est que c'est une commission qui est pas paritaire, c'est une commission qui change pas de cap, qui défend toujours, par exemple, le TAFTA, qui défend toujours les politiques d'austérité. Le TAFTA, c'est le traité transatlantique. Le traité transatlantique, qui défend toujours les politiques d'austérité et qui n'investit pas, justement, vers d'autres choses. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que vrai que nous sommes minoritaires, mais il faut réellement arrêter les conflits d'intérêts. Et juste 2 exemples. Dans cette commission, il y a M. Cayente, qui est quand même un commissaire en charge du climat, alors qu'il avait des intérêts dans des entreprises pétrolières. Et parallèlement, en France, on envoie M. Moscovici, qui a tout fait à Bercy pour faire capoter la taxe des transactions financières. Cette commission, vous faites la même analyse que Karima Delli? Non, mais moi, j'en attends strictement rien. Pour moi, cette commission, c'est les matons de la prison. Donc, permettez-moi de vous dire que la seule chose que j'attends, c'est de pouvoir, à un moment donné, échapper à leur surveillance pour sortir le peuple français de cette tôle. C'est ça que j'attends de faire. Cette commission, c'est l'horreur, c'est le lobbying total. On met des gens qui sont le symbole de tout ce que nous rejetons. On parlera de LuxLeaks, président de la commission, qui est le symbole de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire du vol des États, d'une fiscalité qui est faite pour les plus gros au détriment des plus petits. Enfin, je veux dire, tout est à jeter dans cette commission. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, nous avons voté contre. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. Dominique Riquet, tout est acheté, dit Marine Le Pen. C'est pas ce que vous pensez, on suppose. Non, mais je pense qu'on ne fera pas dans le procès d'intention. La commission vient d'arriver et je pense qu'avant de dire ce qu'elle est ou ce qu'elle fera, on va la juger sur pièce, quoi. Je pratique plutôt le sens des réalités. Ce que je conçois 2 choses déjà, c'est qu'on a une commission qui est plus politique au bon sens du terme. J'ai trouvé que la commission précédente, elle était plus dans l'expédition technique des affaires et plus sur la réglementation, ce que les peuples n'attendaient pas. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on a quand même vu un tournant sur le fait que la prise en compte de la croissance et de la compétitivité pour relancer l'emploi était maintenant sur le devant de la scène. Alors, vous disiez, on attend concrètement. Justement, parlons-en, 315 milliards d'euros. C'est le plan d'investissement confirmé en novembre par Jean-Claude Juncker. Il entend doper la croissance et l'emploi en attirant l'investissement privé vers des projets, par exemple de la transition énergétique, du numérique, de la recherche, etc. Alors attention, parce que, si certains le croient, eh bien non, il ne s'agit pas surtout de sortir 315 milliards du budget européen qui n'a plus un sou. L'idée, c'est que l'Europe apporte 21 milliards essentiellement sous forme d'une garantie et que les investisseurs privés trouvent le reste grâce à des différents montages financiers. Sincèrement, vous y croyez à cette baguette magique qui va générer 315 milliards à partir de 21 milliards ou bien est-ce que ça n'est qu'un effet d'annonce? On repart dans ce sens-là. Oui, alors, c'est pas une baguette magique, c'est une proposition qui va vers l'emploi quand même et la croissance. La deuxième chose, c'est que les 21 milliards devraient être, et je pense qu'il y a eu des annonces dans ce sens-là ces 2 derniers jours, augmentés de contributions des États qui ne seront pas comptés à la dette. Donc je pense qu'on arrivera à un fonds initial plus important. L'effet de levier qui est proposé me paraît pas, il paraît assez conforme à ce que font les marchés. La chose que je voulais dire, c'est que en l'occurrence, c'est surtout tourné vers des projets qui créent de la richesse et de l'emploi. Encore faut-il trouver les investisseurs et les projets. Gilles Pargneaux, les socialistes avaient une autre proposition. Donc vous y croyez quand même à celle-ci? Nous aurions aimé avoir plus d'investissements publics à l'intérieur de ce plan d'investissement. En même temps, donc, il n'y a que 21 milliards, comme vous l'avez indiqué à l'instant. On espère que cette proposition Juncker va permettre effectivement d'avoir un effet levier avec ces 21 milliards pour aller jusqu'au bout de ce fonds européen d'investissement stratégique qui est mis en place par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis 10 ans
qu'on entend un président de Commission européenne nous parler d'emploi, de croissance, alors que M. Barroso, son prédécesseur, nous parlait d'austérité, de rigueur budgétaire. Vous y croyez, Marine Le Pen? Il s'agit de faire venir l'investissement privé. À peu près autant qu'au Père Noël, il faut bien le dire. Ça n'est pas un plan d'investissement, c'est un plan de com. C'est tout à fait différent. La réalité, c'est que la BEI, elle met 5 milliards. La Banque européenne d'investissement. Et ils sont en train de nous expliquer que par l'effet de la multiplication des pains, on va arriver à 315 milliards. Ça n'est pas vrai. Ça ne fonctionnera pas. Et pour une raison simple, c'est qu'on est là sur des investissements censés être structurants et notamment des grands investissements publics. La réalité, c'est que ça n'intéresse pas les investisseurs privés parce que ça n'est pas assez rentable pour eux. Donc on verra bien que ça n'aura aucune influence sur la croissance et sur l'emploi. Et encore une fois, c'est la dernière cartouche. Hein. C'est la dernière chose que l'on tente, car après, ils ont dit eux-mêmes, la cartouchière est vide. Vous faites le même constat? Moi, je considère que tout le monde peut être que d'accord pour dire qu'il faut un grand plan d'investissement pour relancer l'Europe. Mais en même temps, c'est pas le premier. Vous souvenez-vous, Monsieur Hollande nous disait il faut un pacte de croissance et de l'emploi. Finalement, ça fait pitch. Et alors là, ça va faire encore pitch. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est réellement être concentré sur les défis. Quels sont-ils? Il y en a deux grands défis, la lutte contre le réchauffement climatique et bien sûr la lutte contre le chômage. Nous, les écologistes, nous disons, il est grand temps de mettre en place ce qu'on appelle un Green New Deal. C'est un plan d'investissement sur les secteurs d'avenir, l'agriculture de proximité, la rénovation thermique, les éoliennes, les énergies renouvelables, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des emplois non délocalisables. Maintenant, il faut changer de cap et faire en sorte que ces investissements réels ne sortent pas comme ça de la poche de n'importe qui, parce que de l'argent, l'Europe en a. Alors, est-ce que vous avez, question quand même, vous, députés européens dans cette région, est-ce que vous avez, ceux qui y sont tout au moins attentifs ou favorables, relayé ce plan auprès des porteurs de projets? Parce que oui, qui va bénéficier? Prenons un exemple. Juste, je voudrais rappeler ce qu'a dit, si vous le permettez. Oui. Que dit la Commission pour expliquer son plan et qui va en bénéficier? Elle dit par exemple qu'il faut financer il ne faut pas financer la fibre optique à Paris, mais plutôt Internet dans les villages des Pyrénées. Voilà. La France a déposé la semaine dernière 32 projets à hauteur de 48 milliards d'euros. Et donc dans ces projets, il y a un projet qui nous est cher à nous, les élus de cette grande circonscription Nord-Ouest, c'est Calais 2015, l'extension du port de Calais. Et voilà donc un beau projet concret. Après, on a effectivement des propositions qui sont liées au transport. Voilà, ça c'est du concret. Si effectivement il y a cette mobilisation financière, eh bien à terme, nous aurons de l'emploi à la clé. Comme on va l'avoir avec le canal Seine-Nord, c'est quand même 2 milliards d'euros. Alors c'est une autre source de financement européen. C'est une autre source de financement, mais en même temps, on est sur des projets qui sont structurants et qui sont aussi bénéfiques pour l'emploi. Vous avez relayé, vous, Karim Adeli? Moi, je dis juste que j'ai regardé ces fameux 32 projets. Et moi, ce qui m'agace réellement, c'est que, qui a été consulté? Est-ce que les acteurs locaux ont été consultés? Non. Ça, c'est la première chose. Tout vient d'en haut et des ministères. Deuxième chose, quand on regarde réellement les réels projets, moi, je travaille dans les transports, je suis atterrée que tout se concentre à Paris. Notamment, par exemple, la ligne Charles de Gaulle Express, que ce soit aussi le Grand Paris. Et ensuite, il faut que cet investissement sorte des solutions du passé. Moi, je vois, Monsieur Juncker, les solutions du passé, c'est gaz de schiste, c'est le nucléaire, c'est le tout routier, etc. Il est grand temps de passer au XXIe siècle. Vraiment. Le malheur, c'est que c'est pas nous qui décidons, quoi. À un moment donné, il y a un vrai problème démocratique. C'est l'argent des contribuables français, en grande partie quand même aussi. On nous explique que la démocratie va beaucoup mieux. La preuve, nous sommes là, députés européens. Il y a qu'un malheur, c'est que c'est pas nous qui décidons. C'est même pas la France qui décide. Voilà. La semaine prochaine, la Commission va faire une proposition. C'est la Commission qui décide. Enfin, je veux dire, la Commission, les technocrates européens, ils savent mieux que nous ce qui est bon c'est la France qui propose des projets. Oui, c'est pas vrai. Moi, je voudrais faire 3 remarques. La première remarque, c'est que nous parlons d'investissement, de croissance et d'emploi. Voilà. Et à cause de quoi? À cause de l'Europe. Bien sûr. C'est la première chose. La deuxième remarque. Vous voulez dire grâce? Grâce à l'Europe, bien sûr. Grâce à l'argent des contribuables français. Bien sûr. Deuxième remarque que je voulais faire, les projets en question ne sortent pas de n'importe où. Voilà. Gilles Perniaud parlait de Calais 2015. Moi, ça fait 4 ans que je travaille avec la CCI
et le port de Calais, et M. Puissesseau et tous les gens qui sont avec lui sur ce projet que nous avons porté et qui finalement aboutit. Il y en a d'autres, mais il ne tombe pas n'importe où. Et ça, c'est aussi avec la conseil régional. Ouais, et je voudrais faire une troisième remarque très importante. Très importante. On parle de la balance entre l'austérité et l'investissement. Si la France peut emprunter l'année prochaine 200 milliards d'euros pour boucler ses comptes, bon, je n'ai pas de commentaire là-dessus, elle peut le faire à 1%. À cause de la garantie européenne et de l'euro. Sinon, elle serait à 7 points, 8 points. Nous ne sommes et on pas ne pourrait dans même l'esprit pas, européen. on ne pourrait même pas boucler le budget français. Nous ne sommes pas dans l'esprit européen, c'est-à-dire que M. Juncker demande aux États quels sont vos cadeaux. Moi, grand-père Noël, je vais vous répondre à chacun. Nous ne sommes pas dans l'esprit européen. Où sont les projets réellement européens? Quand allons-nous faire, ensemble, les 28, le train du futur? Quand allons-nous réellement faire en sorte la communauté européenne, notamment des énergies? Il n'y a aucun... Tous les esprits sont des esprits nationaux, donc ça ne va pas du tout. Il y a d'autres mécanismes européens en route. Le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe est strictement sur les sujets que Karima Delli vient d'évoquer et n'est pas dans le grand emprunt. Et cet argent-là, il est déjà présent en argent frais et mobilisable. Juste un chiffre pour ceux qui nous écoutent. La BEI, donc la Banque européenne d'investissement, met 5 milliards au pot. Chaque année, la France verse 20 milliards d'euros à l'Union européenne. Elle n'en revoit que 13. Chaque année, 7 milliards d'euros. Oui. Les fonds européens, c'est 27 milliards qui reviennent en France. Non, absolument pas. Tout compris. Parce qu'il y a d'autres financements. Tout compris, nous versons 20 milliards et nous touchons tout compris 13 milliards. Donc chaque année, nous perdons 7 milliards d'euros par an avec cet argent-là. Vos chiffres sont discutables. Non, les chiffres ne sont absolument pas discutables. Et chacun peut aller les vérifier parce que, évidemment, ce chiffre est ultra connu. Nous sommes contributeurs nets chaque année à l'Union européenne, c'est-à-dire que nous versons beaucoup plus que ce que nous revoyons sur le territoire. Je viens de vous dire. Ça dure depuis 20 ans et si on fait l'addition, M. Pargnot, pour finir, c'est énormément de milliards qui ont été évaporés à l'Union européenne. Gilles Pargnot. Dominique Riquet et vous ensuite. Je venais de dire avant que nous gagnions environ 80 milliards de frais financiers tous les ans grâce à l'Europe. Alors on peut compter 20 milliards et 14 milliards, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à ce moment-là, moi je vais vous dire, les 80 milliards que nous ne payons pas grâce à la garantie de la BCE, on les met où ? Et on clôt cette discussion avec vous, Gilles Pargnot, là-dessus. Oui, non, mais effectivement, je suis en complet accord avec c'est Dominique assez souvent, Riquet, c'est assez depuis fréquent. tout à l'heure. Oui, mais dire. c'est cela, c'est ça, l'Europe. comme nous, on a une conviction. Cette conviction, c'est de dire que face à cette crise, on ne pourra pas construire des forteresses autour de la nation que représente la France. C'est parce qu'on aura un grand projet européen qui, effectivement, sera sur la croissance, sur l'emploi, que l'on pourra lutter contre la crise. C'est ce que nous demandent celles et ceux que l'on rencontre au quotidien. Ils nous disent, oui, c'est vrai que le désamour que j'ai constaté, comme vous tous, le 25 mai, montre qu'on a échoué. Cette Europe a échoué. Eh bien, reconstruisons enfin une Europe qui réponde aux aspirations des Européennes et des Européens. Et ne restons pas dans ces faux débats de forteresses ou de chiffres qui sont contestables. Question que je pose d'abord à vous deux, messieurs, et mesdames, vous interviendrez derrière. Est-ce que l'Europe, est-ce que cette nouvelle Commission en particulier démarre bien quand on voit combien l'image de Jean-Claude Juncker a été entachée par la révélation de pratiques fiscales très avantageuses pour de grandes sociétés, donc pratiques exercées par son pays lorsqu'il était Premier ministre, le Luxembourg, un dumping fiscal au détriment évidemment des autres pays, c'est ce qu'on appelle l'affaire LuxLeaks. Alors, on a vu le Parlement européen réagir en ordre dispersé. L'extrême droite a tenté sans succès la motion de censure, les écologistes et les communistes voulaient une commission d'enquête, mais les trois principaux groupes, dont les vôtres, n'ont pas suivi. Alors, messieurs, comment vous justifiez que vos groupes se contentent d'un rapport d'initiative, bref, un machin qui va sans doute faire pchit? Alors, premièrement, mon groupe, c'est-à-dire les libéraux, a demandé une commission d'enquête qu'on a obtenue, donc elle aura lieu. La deuxième remarque, j'ai plusieurs remarques. La deuxième remarque, c'est que c'est une pratique qui est pratiquée par à peu près tous les pays en Europe, et elle est tout à fait coupable, et je pense qu'il faut y porter remède, et ça fait très longtemps que nous nous exprimerons sur ce sujet-là. J'aurais vous faire une petite remarque qui m'a beaucoup frappé. C'est ces faits qui sont connus depuis très longtemps, qui font l'objet d'ailleurs de discussions à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont connus peut-être par les parlementaires ou les technocrates, mais pas par les gens. Mais peut-être moins par les gens, mais enfin on en a quand même beaucoup parlé. Ça tombe juste au moment,
cette affaire de LuxLeaks, juste au moment où on investit M. Juncker. Et deuxième tournée, là, maintenant, au moment où on vote sur le mécanisme de ce fonds européen. Alors moi, j'ai eu la curiosité d'aller regarder d'où ça venait. Alors évidemment, les journalistes ne sont pas suspects, leurs moyens non plus, mais l'ONG qui a piloté ça est située à Washington, elle est financée par M. Bloomberg. Américain. Oui, bien sûr. Gilles Pargnot. Attendez, elle est financée, attendez, je termine, elle est financée par M. Bloomberg et M. Soros qui mènent une politique anti-européenne pour leur propre intérêt depuis très longtemps, et je me demande quand même s'il n'y a pas là quelque chose qui est un peu curieux dans la conjonction des faits sur cette espèce de campagne qui vise spécifiquement à affaiblir la Commission et son président. Il n'empêche que le Luxembourg a permis aux multinationales de payer moins d'impôts. Comme beaucoup de pays en Europe. Et alors? Eh ben, il faut arrêter ça, mais il faut arrêter ça. Et la commission d'enquête, alors? Moi, je ne suis pas là pour défendre M. Juncker, car je pense que M. Juncker a une part de responsabilité. Mais je ne défends pas. En tant que Premier ministre pendant une quinzaine d'années du Luxembourg, qui, comme on le sait, tout le monde le sait, ce pays a favorisé l'évasion fiscale, un paradis fiscal comme d'autres, en dehors même de l'Europe, ou surtout en dehors de l'Europe. Donc il ne s'agit pas d'une défense, mais en même temps, donc, nous souhaitons une commission d'enquête, non seulement pour demander que toute la lumière soit faite, et ensuite nous souhaitons qu'il y ait une grande réforme fiscale européenne pour qu'il puisse y avoir une harmonisation fiscale. Ça peut arriver que les socialistes et démocrates européens soient divisés. En ce qui nous concerne, nous souhaitons, les socialistes français, je suis aussi socialiste français, je souhaite une commission d'enquête. Stop à l'hypocrisie. La commission d'enquête, c'est le meilleur moyen d'enterrer cette affaire. Non, je crois pas. On n'a pas besoin d'une commission d'enquête, on sait pertinemment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 400 entreprises, des multinationales, qui, au lieu de payer des impôts dans leurs pays respectifs, donc en particulier la France, sont allées ne pas payer d'impôts au Luxembourg à la demande de M. Juncker. Ça veut dire qu'il y a eu moins de recettes fiscales en France et que du coup, un certain nombre de ceux qui sont autour de cette table plaident pour un plan d'austérité qui oblige les Français à payer plus d'impôts parce que les boîtes, elles, n'en ont pas payé. Moi, je vais vous dire ce qu'on a fait. On a fait une motion de censure. Eh bien, contre M. Juncker, compte tenu de ces révélations, eh bien, ceux-là, l'UDI, l'UMP, le PS et les Verts ont confirmé M. Juncker dans sa position et ont refusé de voter la motion de censure. Donc tout le reste, je vais vous dire, tout le reste, c'est du pipeau. Karima Delli, vous répondez? Oui, Laissez Karima Delli. Je réponds, Madame Le Pen, arrêtez. Votre motion de censure, c'était un coup de com', vous savez très bien, parce que vous saviez... Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Ça, non, le coup de com', c'est vous qui le faites. Je vais vous dire pourquoi c'est quand je l'ai vous pas voté. condamnez et vous n'allez pas au bout parler. de vos Parler. propos. Je vais vous dire pourquoi. Mettez vos actes en accord avec vos paroles. Justement, je vais vous dire pourquoi nous ne l'avons pas voté. Parce que vous ne répondez en rien à la question de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale en Europe, c'est quoi? C'est mieux vous confirmer, M. Juncker, dans sa position. C'est une problématique. Lui, il va y répondre. Laissez-moi parler. C'est une problématique qui se résout à l'échelle européenne. Aujourd'hui, nous avons 1000 milliards d'euros. Alors, vous avez beau faire du blabla sur la finance, etc. Ça fait 10 ans que vous êtes au Parlement. Ça fait 10 ans que vous êtes au Parlement européen, vous n'avez rien fait. Et par exemple, nous, ça fait des années que nous luttons contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. On s'est battu. Et par exemple, sur les traders des bonus. Vous avez le bonus des traders. 2 fois. Nous sommes les seuls, les écologistes, à avoir, grâce justement au socialisme, mais également aux libéraux, de faire en sorte que nous sommes les seuls, avec notre collègue M. Philippe Lamberts, à plafonner les bonus des traders. Vous savez, ces gens qui jouent avec les économies des gens pour faire de la spéculation. Eh bien, nous, on agit. Madame Le Pen, on agit. Et vous êtes un moulin à parole. C'est tout, mesdames. Vous faites du blabla. Vous ne réglez on donne la parole la question à vos sur la collègues. question fiscale. Vous avez voté 2 fois pour M. Juncker, qui est le symbole de l'évasion fiscale et du vol des peuples par les multinationales. Vous ne faites rien. C'est tout. Agissez. C'est tout. Agissez. Dominique Riquet, où est-ce qu'en est la lutte européenne contre la fraude fiscale? Justement, plus d'Europe, c'est moins de fraude. Bien sûr. Moi, je ne comprends pas comment, en rétablissant les frontières, on ne va pas favoriser la fraude fiscale. Si chacun revient dans ses frontières, c'est ce qu'on reproche actuellement au système, pour défendre des intérêts nationaux, eh bien, c'est au moins 10 ans fiscal qu'on va gagner. Si vous harmonisez fiscalement en Europe, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Il y a 20 ans, comme il y a 20 ans, c'est le combat politique. Il y a 20 ans, tout le monde disait, mais le nuage de Tchernobyl, il ne passera pas à la frontière.
Si. Tout le monde Parce que- disait, non, c'était Charles Pasqua qui l'avait dit pour la France. le D'autres le rapport, en disaient. l'occurrence. Mais si, le rapport, c'est que vous voyez bien que vous allez vouloir construire des frontières Non, moi, je veux fictives lutter qui n'ont contre aucune l'optimisation réalité. fiscale. Donc c'est parce qu'on Mais a il faut la ainsi- construction. Si vous permettez, je vais essayer d'argumenter. Allez-y. Tout de même, c'est bon. donc vous avez entendu Allez-y, là, toutes les Gilles deux. Pargnot. Non, non, mais le temps passe. oui, le temps Votre passe, mais en même temps, argumentation, donc, donc. il faut quand même avoir un certain nombre de sérieux, et je le dis aux uns et aux autres, pour dire que nous devons construire non seulement une lutte contre l'évasion fiscale, 1000 milliards, comme le disait Mme Dely, et en même temps, nous devons construire une fiscalité européenne. L'harmonisation fiscale, il y a encore Mais trop il de faut sociétés l'unanimité sur la européennes. fiscalité. Ça ne se Comment fera faire pas. Bien évidemment, Vous le savez il faut pertinemment. avoir ce combat. Moi, Vous la nous semaine dernière, bercez j'étais d'illusions. dans un trilogue avec le Conseil des ministres européens, puis la Commission européenne Un sur exemple. les OGM. Eh bien, nous avons trouvé un accord Mais- pour faire en sorte que nous puissions, ici en France et dans d'autres pays en Europe, réglementer et lutter contre les OGM. Voilà la réalité Mais des il faut- ça fait combats 20 politiques ans. que l'on peut mener. 20 ans Mais qu'on nous on n'est vend pas ça. là en train Vous de se avez faire vendu cornériser aussi- comme veut le faire le Front National. Vous avez Non, vendu il faut aussi, y aller. vous avez vendu Allons-y. aussi la convergence sociale. Ça n'arrivera jamais. Et aujourd'hui, avec la directive détachement des travailleurs que vous Mais avez non. votée, eh bien, ce sont des travailleurs étrangers qui viennent sur le territoire avec un coût évidemment inférieur aux travailleurs français. Dixit, ce qui se passe sur le terminal méthanier de Dunkerque, 60% de travailleurs étrangers. Alors arrêtez de nous vendre vos fadaises. Ça fait 20 ans que vous nous vendez ça. Vous nous dites l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. Or, vous n'arrivez pas à faire plus d'Europe parce que les États ne le veulent pas. Et donc, vous êtes en train de tuer l'économie pour des raisons d'idéologie. Et ça, c'est inadmissible. Mais Madame Le Maintenant, Pen- moi j'ai ces collègues du Front National qui sont aussi dans les commissions où je suis, que ce soit la commission environnement, santé, sécurité alimentaire ou affaires étrangères, puis contrôle budgétaire. Ils sont présents. On va dire que c'est une différence par rapport à ce que nous avions connu précédemment, mais ils ne disent pas du tout ce que vous venez de dire à l'instant. plaisantez. Non, parce qu'ils entrent dans les débats européens et ils n'en sont On fait plus notre boulot, à on a cette été élus pour ça, rhétorique monsieur. anti-européenne, On a été élus comme je pour viens ça, encore on fait de notre l'entendre. travail. Ils En sont même en temps. train de faire leur travail, mais ils disent Ah oui, on fait comment notre on peut travail. améliorer le système européen, Donc, comment on comment on peut construit éviter l'Europe. que votre Donc système voilà, soit finalement, moins on voit destructeur de plus que en ce que plus vous êtes une en train grande de mettre en Un dernier, contradiction. un dernier chez vous. exemple avant qu'on se Tout de quitte. même. Quand même, la question de la taxe sur les transactions financières. Il se trouve que cette semaine, ECOFIN, la réunion des ministres des Finances, a fait capoter le projet européen de taxe sur les transactions financières. Et à cause de qui? À cause, en gros, du gouvernement français. Karima Deli. Alors, on n'y comprend plus rien. Alors- La taxe, elle existe en France, et la France empêche qu'elle existe au niveau européen pour protéger les banques françaises. Moi, je le dis clairement, j'en ai marre des doubles discours entre l'ennemi, c'est ma finance, etc. Ça fait des années qu'on demande la taxe des transactions financières. On La avait taxe Tobin, hein. une occasion en or. Et là, il faut rappeler que lorsque M. Moscovici était à Bercy, lorsque la Commission lui a fait une proposition sur la taxe des transactions financières, il a dit oh là là, c'est trop excessif. Et là, M. Sapin, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, il donne une feuille de route à main dans la main avec les lobbies bancaires français. Alors là, je dis ras-le-bol. Pourquoi je dis ras-le-bol? Et là, je te regarde, Gilles Pargnot. L'ensemble des socialistes devraient se réveiller en disant nous avons une occasion en or parce que c'est de l'argent disponible Vous le pour laissez répondre la coopération, etc. Et je termine une chose. Parce Attention. que ça entache l'image de la France. Alors, c'est ça qui est laissez-le terrible. répondre, puisque vous vous êtes adressé Moi, je me suis directement à lui. exprimé samedi, il y avait une convention nationale du Parti socialiste où j'étais dans un panel et je suis intervenu à ce sujet. Donc moi je suis favorable à une taxe avec une assiette qui permet d'introduire, de comprendre les produits dérivés et je suis en désaccord. Oui, parce qu'on rappelle avec quand la même que c'est position pour du aller dans gouvernement l'économie français. réelle et pas Donc dans on la va spéculation. continuer, Voilà. on va continuer au Parlement européen, à l'intérieur du groupe socialiste et démocrate, à faire en sorte D'accord. qu'effectivement nous ayons une évolution de Mais moi, la je veux position pas- française. D'accord. Moi, je ne veux pas tirer sur une ambulance, hein, mais le président Hollande avait dit mon grand adversaire, c'est la finance. Il a pris Laurence Boone de la banque d'affaires Bank of America Merrill Lynch comme conseillère. Je ne parle même pas de M. Macron, qui vient de chez Rothschild. Bon, tout est dit, il existe une collusion, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut Oui, bien on le dire, pourrait entre le prendre que vous allez chez les ministère, Russes, entre le Marie. ministère des Finances et les grandes allez banques, chez les puissances qui étrangères. fait que ce sont aujourd'hui l'intérêt des grandes banques qui est défendu par le gouvernement de François Hollande, comme il l'était d'ailleurs par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Mais l'Europe, Dominique Riquet, qui était en pointe sur la taxation des transactions financières, là, elle écoute Parlement, François d'ailleurs. Hollande, elle recule.
Le Parlement européen. Alors, premièrement, moi j'ai voté à chaque fois pour la taxe Oui. financière, donc il n'y a pas de... Mais excusez-moi, même en 2013, la Commission y était favorable. Bien sûr, à la demande du Donc, Parlement européen. comment expliquer que du coup C'est nous qui là-dessus, sommes le moteurs gouvernement là-dessus. français se fasse entendre et pas sur le reste? Alors, le gouvernement, c'est un peu technique. Le gouvernement français, effectivement, à la demande des lobbies bancaires français, recule parce que sur les dérivés, Ouais, ça serait les produits pénalisé. dérivés. Sur les C'est une produits dérivés. spécialité française qui serait taxée. Voilà, c'est ça le sujet. Bon, moi, je désapprouve ça totalement. Le discours n'est pas clair. Je voulais simplement revenir sur ce que Marine Le Pen disait tout à l'heure. C'est elle dit l'Europe n'avance pas, ça n'avancera pas, vous ne le ferez pas, etc. Mais elle avait auparavant déclaré je ferai tout pour que l'Europe n'avance pas. C'est exactement ça. Faut Bien sûr, s'entendre. c'est mon rôle, j'ai été élu pour ça. je veux dire, J'ai été élu pour ça. C'est pour la éviter- prédiction auto-réalisatrice. J'ai été- Je les empêcherai de le faire et je Non, souhaite ce qu'ils que ne je le vais fassent vous pas. empêcher de faire, c'est tout ce qui fait du mal au peuple français. c'est vous qui faites et du mal au notamment, peuple et on français. n'en a pas parlé, c'est bien La dommage. sortie de Et l'euro ce grand de traité, l'Union européenne, comme le notamment- propose Madame Le Et faites Pen, ça attention sera qu'on quand ne soit pas même coupé. 30% de perte de pouvoir Excusez-moi, d'achat. ce grand traité 30%. transatlantique que vous soutenez les uns et les C'est autres, faux. Nous en sauf reparlerons, Monsieur mesdames, Courbet, qui messieurs. est dans la commission avec moi. Nous allons ce être grand traité coupés. Personne transatlantique. ne soutient le traité. Je vous réinviterai pour en parler quand ce personne sera ne d'actualité en soutient. 2015. Ne donnez pas une image à savez voir rien du comme tout. ça. La voie est libre se termine dans les secondes qui viennent, donc je vous réinviterai parce qu'évidemment en une demi-heure on n'a pas le temps de tout aborder et nous ne manquerons pas de vous redonner rendez-vous bien évidemment sur ce plateau en 2015. Il y aura notamment cette actualité transatlantique et peut-être le résultat, les débuts des résultats du plan Juncker. On verra et on se donne rendez-vous. Merci d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation. Et Donc c'est vive Laurent. terminé pour aujourd'hui. Gilles Pargnaud, La Voix est libre et même pour cette année. Dans quelques instants, c'est le journal qui va être présenté par Frédéric Hainaut. Prochain débat politique, donc, en janvier 2015, le 10. D'ici là, excellente fin d'année à tous. Merci. Merci Au à vous. revoir.